plutôt l'année 2000, mais bon, ça c'est un débat de fond qui est vraiment très intéressant. Donc, je suis né en 80 et je pense faire partie de la première génération qui a connu, on va dire, le divertissement de masse. Donc en tant que tel, le divertissement m'a fait grandir. J'ai été fan de séries télévisées quand j'étais petit, de dessins animés, de bandes dessinées, j'ai fait du jeu de rôle, donc j'ai vraiment pris toutes les formes du divertissement populaire qui m'ont permis de grandir et d'épanouir. En revanche, je pense que ces formes de divertissement, ça me servent à grandir, c'est un peu avec des passages. Je pense en revanche qu'il faut savoir les dépasser. Et je me suis rendu compte, au tournant de mon adolescence, quand j'avais environ 20 ans, je me suis rendu compte que finalement le monde dans lequel je vivais était en train d'être presque infesté, parasité par ce monde de l'enfance. Donc ça me fait penser au propos du grand philosophe italien Gambel, qui en fait parlait de Pinocchio, notamment de ce moment très important de Pinocchio va dans le pays du jouet. Donc le pays du jouet, c'est quoi? C'est un pays où il y a une sorte de fête éternelle. En fait, tous les jours, on est dans un temps itératif, c'est-à-dire un temps qui n'est plus causal, qui n'est plus archétypal, mais qui est itératif. Donc tous les jours, la fête se reproduit. Donc qui dit fête tous les jours dit qu'il n'y a plus de fête. Et donc à Gambel, prenons cet exemple dans Pinocchio, je veux introduire l'idée qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de la postmodernité qui est un temps qui n'est plus archétypal ni causal, donc religieux ou moral, mais qui est un pur temps du festivus, pour pas croiser le muret, mais qui du coup en fait invente un temps itératif, donc un temps anthropique. Et je me suis effectivement rendu compte qu'à cause du divertissement de masse, notamment qui avait fait en sorte que la marge était devenue la norme, nous étions dans un monde où finalement d'enfants perpétuels. Genre pour exemple, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que je travaillais dans une grande boîte et je voyais tous les jours mes collègues, si c'est le cas j'en excuse, mais tous les jours mes collègues parlaient des feuilletons télévisés qu'ils avaient vu la veille le week-end. Il y avait une sorte de mirage. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous en fait, prennent ces fictions comme une sorte d'interface qui leur permet de vivre une vie mais en simulacre en fait. Et donc je me suis dit qu'il y avait un problème à élucider par rapport à ça. Donc j'ai commencé par tirer ce petit fil juste de la série télévisée qui pour le coup faisait vraiment une sorte de consensus global. C'est-à-dire que la série télévisée, même depuis l'intello jusqu'à l'âme du peuple, tout le monde aime série télé. Tout le monde sauf moi. Donc, je trouvais ça bizarre. Je me disais, pourquoi est-ce que ça fait un tel consensus? Game of Thrones, je ne sais quelle série, etc. Pour moi, ce sont vraiment des feuilletons. Et je tiens à ce mot feuilleton dont ma grand-mère parlait. Ma grand-mère disait c'est un feuilleton télévisé. Pour moi, il n'y a aucune différence entre Columbo et Game of Thrones. Ça reste un truc feuilletonnant qui sert des équipes de scénaristes brainstorm pour essayer de trouver à chaque épisode une sorte de cliffhanger qui va hameçonner un peu le spectateur. Donc pour moi, ça reste une sorte d'économie du divertissement. Qu'on la garde entre soi, très bien, mais qu'on en fasse un culte, je trouve ça bizarre. Pour moi, la série télévisée, c'est vraiment l'anti-cinéma. La mesure où le cinéma repose sur une sorte d'économie, au contraire de l'ellipse et du hors-champ, donc finalement une sorte d'économie du visible, donc, qui se doit d'être tout de même assez artistique, alors qu'au contraire, la série télé montre tout. La série télé, par rapport à sa durée, par rapport à sa temporalité propre, n'admet aucun hors-champ et aucune ellipse. Donc voilà, j'ai commencé à tirer ce petit fil de la série télévisée et j'ai vu après finalement que le monde entier était devenu finalement une sorte était tombé dans le divertissement de masse, et donc j'ai voulu interroger, parce que moi-même j'en viens, j'ai aimé ça, mais aujourd'hui j'en vis très adulte, et je me rends compte que le monde entier, en fait, essaie de nous empêcher d'être adultes. Voilà. Mais est-ce que c'est si grave que ça, au point de dire que le réel est disparu, et jusqu'où on peut voir que le réel a disparu? Enfin, qu'est-ce qui a disparu? Je pense vraiment qu'il y a eu, depuis on va dire l'ère de l'enregistrement, qui a commencé avec par exemple l'imprimerie et avec l'ère industrielle, je pense vraiment qu'il y a eu finalement une sorte de remplacement du réel, c'est un peu la thèse de mon livre, mais dont on peut parler en fait à partir du moment où en fait, de par cet enregistrement, on a commencé à établir une économie de remplacement des affects. Gambel en parle toujours, il dit qu'aujourd'hui l'expérience sensible du monde est remplacée et interfacée. Aujourd'hui, on va appréhender le réel via un réseau, via des réseaux sociaux, via des écrans. Et du coup, notre expérience sensible du monde nous est en fait escamotée, nous est subtilisée. Et qui plus est, je pense réellement qu'en fait, on est dans un monde où ce que les Grecs appelaient les technés. Les technés, à la base, ce sont les excroissances que la technologie invente. Par exemple,
mettons, le cinéma va créer plusieurs métiers, ces métiers vont même engendrer une économie, etc. Et donc tous ces appareillages, ces excroissances de la techné vont en fait modifier peu à peu la perception du réel et du coup créer ce que j'appelle des boutures, des excroissances, on va dire, pour aboutir à une sorte de méta-réel. Je vois par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Mandela. Je ne sais pas si c'est l'effet Mandela. C'est l'impression qu'une chose existe alors qu'en fait elle se révèle fausse, mais que tout le monde pense qu'elle est vraie. L'exemple le plus connu, c'est par exemple, tout le monde pense que dans Star Wars, l'épisode 2, enfin l'épisode plutôt 5, que Dark Vador dit à son fils « Je suis ton père, Luke ». En fait, c'est faux. C'est pas ce qu'il dit. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. C'est quand on croit qu'une chose fait consensus, qu'elle est vraie, alors qu'en fait, quand à rebours, on va chercher la véritable cause, en fait, on voit que c'est complètement... que c'est une erreur, en fait. Parce que tout le monde y croit, ça devient vrai. C'est ça, tout à fait. Et donc, ce qui pour moi crée en fait, des couches de réel qui peu à peu s'agglutinent et qui peu à peu créent une sorte de réel, on va dire, alternatif. Alors tu vas loin parce que tu as un chapitre au milieu, je ne vais pas vous spoiler parce que ce n'est pas une série, donc j'ai qu'un vite là-dessus. Il y a un chapitre qui s'appelle « Ils ont mangé la mort ». Tu commences comme ça, où est passée la mort? L'ère moderne a-t-elle fini par tuer la mort elle-même? Et un peu plus loin, je vous saute, on a retiré la mort du processus causal, qui auparavant l'entérinait dans le terreau du sensible, en dénigrant le sacré de la réalité. L'ère industrielle, on le sait, s'est évertuée à cacher la mort, à la dissimuler dans des structures prévues à cet effet, abattoirs, maisons de retraite, camps de concentration. Ça, c'est le style Obregon aussi, hein, mais ça crée des raccourcis, oui, des petites gifles comme ça, abattoirs, maisons de retraite, camps de concentration. C'est allé jusque-là, remplacement du réel? Je pense que pour répondre à cette question, il faut revenir un peu aux origines du monde et à ce que. Qu'est-ce qui définit le réel? C'est pour moi, c'est l'appréhension, on va dire, cosmogonique. C'est-à-dire qu'à la base, je pense que les premiers peuples conscients, pensant et parlant, ont appréhendé le monde en fonction des changements, on va dire, de saison, en fonction des changements de ce qui est dans le ciel. Donc c'est vraiment un rapport cosmologique au monde qui a créé une mythologie. Une mythologie n'est jamais une façon d'interpréter la façon dont le soleil fait sa course dans le ciel, ou la lune, etc. Donc ces mythologies ont créé une première couche de réel qui est l'appréhension mythologique du monde. Ensuite, venant cette première couche de réel, est venue l'appréhension religieuse, qui est une seconde couche de réel que j'appellerais morale ou causale, qui est en gros que des religions, on va dire, communautaires et formées depuis cette appréhension mythologique se sont créées. Et donc ce sont les premières religions monothéistes, par exemple, qui ont créé une seconde couche de réel que j'appellerais la couche causale ou morale. Le monde, ce qu'on appelle le monde postmoderne, est un monde qui est uniquement référencé, qui va uniquement réagir en fonction de ses propres boutures, de ces micro-éléments qui sont constamment itérés. Et pour reprendre la mort, donc la mort était à la base, la notion de la mort, c'est quoi? La mort, c'était à la base l'objet de culte depuis l'aube des temps, l'objet de rituels précis qui servait à accompagner un membre de famille qui est mort, par exemple. Et aujourd'hui, en fait, je remarque que la mort en fait, est devenue un mirage, est devenue une fiction de plus. Donc effectivement, comme je le dis, on la terre, ça c'est un cliché, mais c'est vrai, on la cache, on veut en tout cas en Occident, on veut la cacher, ce qui a déjà détruit nos familiales, parce qu'à la base, on gardait quand même chez nous nos ancêtres, nos grands-parents, etc. Aujourd'hui, on ne les garde plus chez nous, on est dans des retraites, mais déjà le noyau familial est cassé par ça. Mais en plus, je pense que la mort, finalement, était aussi ce spectacle, de voir la dégénération des chairs, par exemple, était aussi une manière pour nous d'apprendre à vieillir, par exemple. Et donc je reviens sur ce groupe Peter Pan, c'est qu'aujourd'hui, en excluant la mort de nos vies, on n'apprend plus à vieillir, on n'apprend plus à devenir un adulte, et donc on reste constamment une sorte de Peter Pan imberbe. Je pense que la sculpture fait partie de ce que j'appelle, je pense qu'elle accompagne. Je pense que la sculpture accompagne le remplacement du réel. Je pense que la sculpture fait partie d'une ingénierie sociale qui a été conçue de toutes pièces, alors pas forcément consciemment, parce qu'après, on va vivre dans le complotisme à se dire que telle sculpture, que par exemple le cinéma a été conçu par la CIA pour détourner, ça c'est un complotisme de bas étage, mais néanmoins on peut dire que la sculpture fait partie de ces syndromes postmodernes qui ont été créés, conçus, pour effectivement maintenir, je pense, l'homme, notamment on va dire la classe, la middle class, dans une sorte d'état d'hébétude complet qui peut-être l'empêche de se révolter. Parce que comme par hasard, effectivement, le grand moment de la sculpture, c'est les 50 ans. Et
et si je puis juste faire un peu une insiste par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette sous-culture aussi finalement, crée de la fiction. Aujourd'hui, même maintenant, nos régimes politiques sont devenus eux-mêmes des fictions. C'est cette fameuse investiture de Macron qui était du pain béni pour les complotistes, parce que Macron, qui est sûrement d'ailleurs fait sciemment, ou pas, mais pour moi il est fait sciemment, ou en tout cas il y avait une équipe de com qui lui a dit non, c'est pas marrant de faire ça, mais son étude elle est vraiment d'une sorte de pensée magique, où il est investi devant la pyramide du Louvre, donc devant une autoroute d'interprétation pour les complotistes qui voient du coup une sorte de représentation des Illuminati, etc. Et donc en fait pour moi, le monde politique a conscience de cet état fictionnel du monde et du coup on joue, ce qui creuse encore, finalement, ce qui apporte une autre couche finalement de fiction. Je pense effectivement que la technologie a créé une sorte on va dire de méta réel, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi peut-être ce qu'on voit dans le marxisme de base, je pense qu'il y a tout de même un projet de capital qui a été justement d'oblitérer ce rapport, on va dire, rituel au temps. Et donc pour revenir à ce que disait Gambetta, dans le pays du jouet, donc dans un pays où en fait une vie n'est plus qu'une itération. En gros, tous les jours, on répète les mêmes actes, et du coup, on devient des consommateurs parfaits en fait. Parce que je pense qu'un temps dont on a enlevé le sacré, c'est du coup un temps qui fait nous des parfaits consommateurs. Et je pense qu'il y a d'ailleurs un projet du capital, sans dire que c'est un projet conscient de la part de personne, mais je pense qu'il y a une sorte d'entropie comme ça qui est la confluence du capital, effectivement de la technologie, qui a donné cette espèce de monde dans lequel on est, où en fait tout n'est plus qu'itération et tout se rejoue tous les jours. Et en fait nous sommes dans une sorte d'anamnèse constante qui nous permet de consommer tous les jours. Parce que, du coup, tous les jours on oublie qu'on a consommé la veille et du coup on reconsomme. Voilà. On a compris que tu ne donnais pas de leçons. Tu n'es pas là pour dire rentrer dans le monde réel, etc. Et tu nous donnes une conscience. Mais toi, comment tu as structuré le livre et où tu vas avec ça? Et finalement, je pense que ce qui m'inspirait, c'est avant tout une sorte, ce que j'appelle un peu pompeusement, une sorte d'intuition poétique du monde. En gros, je pense que la poésie est le seul moyen concret pour verbaliser le monde et donc pour le recréer. Je pense que l'art, finalement, rend la réalité belle parce qu'elle recrée la réalité à chaque instant. Donc le verbe est donc la poésie. La poésie, on sait, ça vient du verbe poiema qui veut dire faire, qui est donc vraiment le faire, le pur faire, via le logos, via le verbe. Et donc je pense que la poésie permet de reverbaliser le monde, de redire le monde, et par conséquent, elle correspond à ce que j'appelle aussi l'intuition gnostique. J'ai eu, j'avoue, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'ai eu une sorte de tentation gnostique qui était de penser, qui était de voir le monde comme une sorte de création contrefaite d'un démiurge, voilà, ce qui est la base du catharisme et de la gnose. Et ce qui est justement une tentation qui est aussi induite par le monde dans lequel on est, parce que dans un monde qui est rempli de fiction, on est facilement tenté par l'idée que ce monde est une fiction, un simulacre, et que donc ce monde est mauvais, et c'est une sorte de prison scatologique dans laquelle on est condamné à répéter sans cesse nos actes. Et c'est vrai que en fait, ce livre, c'est aussi l'apprentissage de comment passer d'une intuition gnostique du monde, donc d'un côté assez finalement adolescent, un peu cathare, pour arriver finalement peu à peu à comprendre que le message, je pense, du Christ et de la poésie, c'est d'apprendre finalement à aimer le monde en le redigérant via ce pouvoir de lecture qu'est le Christ, par exemple, pour finalement en faire un monde qui soit acceptable et qui soit aimable. Et finalement, je pense que ce n'est pas complet parce qu'au final, ce monde dans lequel on est, ces générations, finalement, je l'aime. Et j'ai un vrai amour aussi pour la modernité, j'ai un vrai amour pour l'urbanisme, j'ai un vrai amour pour tout ce que ça induit en poésie électrique. Donc la poésie, c'est un sorte de constant aller-retour entre aimer le monde, entre accompagner le monde et entre le rejeter pour ce qu'il y a de plus caricaturable ou parodique. Et c'est comme ça qu'on s'en libère? C'est comme ça qu'on s'en libère totalement. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que j'ai cette chance de pouvoir écrire pour évacuer ce côté parodique du monde qui parfois me terrifie. Et c'est comme ça qu'on se libère du monde, je pense, en l'acceptant. C'est une forme d'acceptation de ce que je suis et peut-être de déplacement. C'est une sorte de pierre que je mets sur mon parcours, peut-être pour devenir adulte. Première grande partie s'appelle Ni Dieu. Et donc là on parle d'une chute sans fin, du grand remplacement du réel, de l'ablation du divin et des prophètes aux yeux de verre.
Je le dis parce que les titres fonctionnent un peu comme des aphorismes, ça vous donne un peu d'idée. Deuxième grande partie, c'est le lieu commun du non-lieu. Là, on retrouve un petit peu un clin d'œil à Léon Blois, pour le coup, avec ses lieux communs. Et là, tu parles des villes qui sont comme la négation de la cité, vraiment. Toutes nos villes se ressemblent, on le voit, il n'y a pas plus semblable aujourd'hui dans un centre-ville ou d'une entrée de ville avec des centres nationaux qu'une autre ville. Il y a une partie politique au sens où l'Europe ou la scène du meurtre, et c'est vrai qu'on voit tous l'Europe et le Conseil européen, un petit peu comme ce Conseil de Star Wars, où d'un seul coup, effectivement, il y a une négation du politique au sens de la vie de la cité pour créer un machin. Tout le monde appelle le machin d'ailleurs, etc. Et donc, en dehors de toute réflexion politique pour ou contre l'Europe, il y a quand même quelque chose qui s'est joué là dans notre rapport au réel, notre rapport à la démocratie la plus proche. Donc là, tu en parles, l'Europe 2 fois ravie. Et après, il y a le reflet de l'anti-monde. Alors là, on rentre plus dans quelque chose qui relève de la sculpture, donc l'image, l'impossible rêve cyberpunk, l'anticorps, antigravité, enfin tout ce qui nous empêche d'assumer notre chair, notre masse, on va dire. L'ère du jeu JE. 68, début du Le12 temporé, le début de l'ère du jeu JEU. Pornocratie à loisir. Et là, tout en restant soft, mais j'aimerais que tu nous en dises un mot. Divertissement en série, le jouet électronique, et ils ont mangé la mort. Après, la France contre les autobots, futur en manque d'avenir, la conjuration des nabos, caste cannibale, la possibilité d'un écrivain. Là, on est plus dans on s'approche, on plonge dans la littérature. Alors, on est vraiment dans la littérature, tous égaux dans le tout à l'ego, pour finir par une hypophanie, généalogie de la trahison, l'œuvre du noir, ontologie des fluides. Je vous dis tout de suite, ça finit en poème. Parce que c'est ça, en fait, son objectif. Il nous l'a dit, il faut traduire le monde en poème. Pornocratie, moi, ça va, quand j'ai lu le truc, je me dis, on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose, effectivement, au-delà de l'ère du jeu qui nous salit au quotidien. Pas seulement, justement, dans l'expression du porno, mais aussi dans l'expression de comment on vit la mort, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Je pense que la pornographie, effectivement, on est vraiment en plein dedans. Je ne parle pas forcément de la pornographie en tant que telle, même si on pourrait en parler longuement. Mon point, par exemple, c'est. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est pas interdit ou en tout cas régulé. Je ne sais pas. Récemment, Poutine a fait une loi pour réguler notamment les plateformes pornographiques, ce que je trouve très bien, et en Occident, on attaque le dictateur par rapport à ça. Moi, au contraire, c'est la dictature, elle est dans cette constante monstration de l'obscène, mais qui n'est pas seulement dans le sexe, qui est aussi dans l'ego. Je pense que finalement, qu'est-ce que la pornographie? La pornographie, c'est finalement la mise en avant de l'ego avant le bien commun. Et donc, c'est une narcisse continue, c'est la disparition du désir sacré, parce que finalement, à la base, le désir relève du sacré, pour une sorte de désir narcissique, constamment consumé et consommé, et qui relève uniquement de toutes ces petites. Aujourd'hui, on est en pleine. Vous savez, on est en pleine, comment dire, chacun il va de son fétiche, de cette petite communauté LGBT. Alors moi j'aime les monuments historiques, moi j'aime les chiens. Tout y va, chacun a son fétiche, c'est bien grotesque, on se croit une sorte de, par exemple, de truc un peu dadaïste. Plutôt que de vouloir me confronter à autrui, homme ou femme, je vais trouver un mirage de moi-même dans un monument, dans un bel c'est ça. Avec le culte de l'infécondité, forcément. C'est ça, tout à fait. Évidemment, c'est évidemment fait. Et tu parles aussi à un moment donné, pour ne pas rentrer dans les détails, mais du retournement du corps, comme si il fallait que le corps extérieur soit au devant de la scène en toute obscénité. Bien sûr, ouais. Et le plus infécond possible. Et qui se traduit par tout un tas de choses que tu as évoquées, et bien sûr aussi par la pornographie. Oui, parce que en fait, à partir du moment où l'ablation du divin, qui s'est en gros opéré à partir des lumières, en gros, notamment avec celle, par exemple, pour
pour baliser un peu les choses. À partir du moment où on a ôté ce caractère sacré à la sexualité, donc forcément, il a fallu remplacer ce vide qui est. Et du coup, par quoi on remplace par un retournement, voilà, on passe par l'organe. Et c'est pourquoi la pornographie s'intéresse à l'organe, s'intéresse à des gros plans obscènes, parce qu'il faut remplacer cet intérieur sacré qu'on a vu en nous, et il faut remplacer par du sang, par l'organique. Par des morceaux et non plus par le tout. C'est ça, tout à fait. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux, diagnostiqué le philosophe situationniste Guy Debord. Notre monde a d'ores et déjà inversé les définitions. Qu'est devenu le réel? Qu'est devenu le réel? Par quoi a-t-il été remplacé? De qui sommes-nous la narration? Voilà les questions posées par cet essai de Marc Beuron. L'auteur fait tomber tous les masques de notre société et révèle le règne du faux dans ce qu'il est possible d'appeler désormais une chute sans fin, puisque l'humanité semble en avoir pris pour perpétuité. La chute est sans fin car nous sommes dans les temps de l'Apocalypse et il appartient à chaque époque de savoir le lire et le dire. Vraiment, et ce prophète qui sait lire les chutes d'aujourd'hui en écho à celles d'hier et en préfiguration de celles à venir, parce que bien sûr, on aura toujours la chute protéiforme et on parvient à la débusquer dans l'organisation de nos cités, dans la nature de nos divertissements, dans la pornocratie ambiante. Dans notre modernité, tout est dévoré par la fiction, la vie, la mort, l'être et même le néant. Marc Obregon s'est donné la mission de déniaiser les enfants du millénaire, de leur insuffler une grande gifle, un uppercut dans leurs gencives mondialisées pour faire chuter tout ce qu'ils adorent, comme des veaux d'or, jusqu'à eux-mêmes, héros de leur selfie. Les enfants du millénaire ne trouveront pas dans ce livre matière à développement personnel, mais juste la possibilité d'entrevoir à travers un Judas ce qui pourrait être le réel. Ils auront de quoi ne plus être dupes de rien, ni du capitalisme, ni des idéologies, ni de la fête, ni des autres, ni d'eux-mêmes. Alors, ma question sur Baudelaire, est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, est-ce que notre modernité ne réactualise pas l'adoration du veau d'or par là, justement, par une volonté de nier le réel Bien sûr, je pense que c'est ce qu'écrivait justement le grand écrivain de science-fiction Philippe Cadic, qui pensait par exemple que finalement que nous étions encore dans un monde païen, que finalement le Christ avait été une sorte d'incise, de parenthèse enchantée, mais qui était vite retombée, et qu'aujourd'hui, finalement, on n'a jamais quitté finalement le monde des Romains quasiment. On est encore complètement dans une sorte d'empire tout-puissant, qui a effectivement maintenant actualisé une sorte d'adoration constante pour des mirages, pour des phénomènes extrêmement courts aussi, parce qu'on est vraiment aussi dans le temps, encore une fois, de l'éphémère, où on va s'enticher d'une cause, et puis le lendemain on va l'oublier, parce que tout à coup sur Twitter on nous dit qu'il faut penser à autre chose. C'est vraiment le moment de l'instantané constant. Et ça, c'est vraiment le moment aussi, du coup, on n'a aucun recul, pour revenir à ce que vous disiez, on n'a aucune pensée durable en fait, sur le monde. On est entièrement dans la réaction. Et par rapport à ça, on voit aussi que nos grands, ironiquement, mais nos grands penseurs d'aujourd'hui sont constamment dans des émissions, on va dire, on peut dire qu'on est vraiment dans une sorte d'éditocratie, où on voit que constamment les gens palabrent la télévision. En fait, donc les gens finalement retirent le réel pour se l'inclure en eux. Et du coup, on est constamment en disserté, mais à cause de ça, finalement, d'avoir sur CNews, d'avoir Zemmour qui va palabrer sur le monde constamment, finalement pas grand-chose, parce que finalement, du coup, ça nous empêche de nous de penser. Du coup, encore une fois, cette pensée est interfacée en dehors de nous, et on va constamment, du coup, juste écouter des gens qui palabrent sur le monde, qui s'approprient. Sur la dernière info, sur la dernière milliardade. Complètement. Et du coup, ils escapent complètement la pensée, alors que la pensée, pour moi, la pensée c'est la durée, la pensée c'est la lecture aussi imprime complètement une systématisation qui est importante, qui est dans la chair, qui est... Je pense réellement qu'il faudrait tout simplement relire un peu de poésie déjà. Je pense vraiment qu'il faudrait relire un peu de poésie, pour peut-être que je pense que la poésie c'est aussi gêne de l'âme. Je pense vraiment que c'est ça. En fait, ce qu'on oublie, c'est aussi le silence, et la poésie contient beaucoup de silence. Et je pense que la poésie vraiment redonne au monde son caractère d'innocence première. Et vraiment, je pense que c'est qui passe par la poésie. C'est une meilleure des conclusions que vous me donnez, je vous en remercie. Mais je pense vraiment que c'est une manière de retrouver un souffle. Parce que voilà, je pense que ce qu'on a perdu, c'est le souffle. Je
souvent ce que les juifs appellent la nekama, qui est le souffle vers le souffle. Et ce que reproduisent, d'ailleurs, toute prière est un souffle, d'ailleurs. Quelle que soit la religion, une prière c'est un souffle. Une prière c'est un silence. Je pense qu'on a oublié ce rythme premier, une sorte de rythme qui est avant le rythme technique, qui est le rythme de la respiration, d'accompagner le monde dans son efflorescence, dans son effloraison plutôt. Et je pense que la poésie, c'est le verbe qui vient avant le logos, c'est le verbe de la floraison, du regard, de la découverte de l'innovation.